Ce fut la première affaire de meurtre en série, la plus célèbre de l'histoire des États-Unis. En 1965, Albert de Salvo avouait être l'étrangleur de Boston, mais il ne fut jamais reconnu coupable des 11 meurtres sexuels qui lui sont imputés. Il savait les choses que seule une personne présente sur les lieux pouvait savoir. Et pourtant, aucune preuve physique ne permit de le relier au meurtre. Rien ne prouve qu'il était l'étrangleur. En fait, les preuves l'innocentent. Quand il s'agit de meurtre, il faut se garder des conclusions hâtives. Alors, de Salvo était-il réellement l'étrangleur ou seulement un imposteur? C'était l'occasion d'avouer les pires meurtres en série depuis Jack l'Éventreur, et il l'a saisi. Le ou les véritables meurtriers ont-ils échappé à la justice? Été 1962. La ville de Boston est en proie à une série de meurtres sans précédent. C'était des crimes sensationnels. Boston est une ville puritaine et c'était des crimes sexuels choquants et vicieux. Au cours des 2 années de terreur qui suivent, 11 femmes sont retrouvées étranglées avec leurs propres bas ou leur lingerie. On savait qu'on avait affaire à un tueur en série du fait des similitudes dans le mode opératoire. À chaque nouvelle agression, l'engouement des médias pour le mystérieux tueur renforce le climat de terreur. La ville était hystérique. Les journaux annonçaient « Le tueur fantôme frappe à nouveau ». Des gros titres alarmistes. Soumise à une intense pression, la police met les bouchées doubles. On bossait 24 heures sur 24, concentrés. On ne vivait que pour l'enquête. Enfin, 3 ans après le début des meurtres, un homme incarcéré pour viol, Albert de Salvo, passe aux aveux. Personne d'autre n'aurait pu connaître une telle foule de détails sur les crimes. L'enquête est close. D'un trait de plume, de Salvo lève le voile sur l'ensemble des 11 meurtres. Pourtant, certains ne sont pas convaincus. Des procureurs, des policiers m'ont affirmé que de Salvo n'était pas l'étrangleur. C'était connu parmi les forces de l'ordre. 6 ans plus tard, de Salvo est assassiné en prison dans des circonstances suspectes. De l'avis de certains, il était sur le point de se rétracter. On l'a tué pour le faire taire. Mais si de Salvo n'était pas l'étrangleur, qui était-ce? Avant qu'il décide de s'identifier comme l'étrangleur, de Salvo n'avait jamais été suspecté. Et certains étaient bien plus suspects que lui. Les nouvelles technologies médico-légales pourraient permettre de trancher la question. L'ADN est l'outil d'identification par excellence. Or, on refuse de nous le transmettre. De quel droit? 40 ans après les faits, faut-il réexaminer les preuves pour tenter d'établir une fois pour toutes la culpabilité ou l'innocence de Salvo? La première victime, Anna Slazers, est une femme divorcée de 55 ans vivant seule dans le quartier de Back Bay. D'après les conclusions des policiers, Anna écoutait de l'opéra sur son tourne-disque et se faisait couler un bain. Elle est assassinée dans la journée du 14 juin 1962. Aucun témoin n'a vu d'individu suspect entrer dans l'immeuble ni monter jusqu'à la porte de son appartement au 3e étage. Comme dans toutes les affaires suivantes, il n'y a aucun signe d'effraction, aucun cri entendu par les voisins. Anna aurait volontairement laissé entrer son meurtrier. Le corps dénudé est retrouvé gisant dans une mare de sang s'écoulant d'une plaie béante à l'arrière de la tête.
L'autopsie révèle que le tueur a violé sa victime avec un objet avant de l'étrangler avec la ceinture de son peignoir. Le nœud ornemental formé autour du cou d'Anna va devenir la carte de visite de l'étrangleur de Boston. C'était la première véritable signature des meurtres à venir. La ceinture du peignoir faisait une boucle comme un gros nœud autour de son cou. C'était le premier d'une série de crimes encore inégalés à ce jour. Avant de partir, le meurtrier a fouillé l'appartement d'Anna, mais a délaissé la plupart de ses objets de valeur. Il n'y a aucun mobile apparent, mais le tueur a peut-être laissé des indices. Ce qui m'a immédiatement frappé, ce sont les taches de sang et les cheveux sur le tapis. J'en ai prélevé des échantillons. Pour la brigade des homicides de Boston, ce n'est qu'un crime étrange parmi d'autres. Un policier évoque un cambriolage ordinaire ayant mal tourné. Pourtant, dès le 4 juillet, la police réalise qu'il pourrait s'agir d'une affaire bien plus sinistre. 2 autres corps ont été retrouvés. Des femmes d'une 60aine d'années agressées sexuellement et étranglées avec leurs propres bas. Dans les 2 cas, les corps dénudés ont été mis en scène de façon à choquer. La posture des corps, les jambes étaient écartées, laissant voir les parties intimes. Même les policiers expérimentés sont choqués quand ils voient un corps étalé comme ça. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir tous les jours. Et pourtant, c'était le cas. Les meurtres au bas de soie font la une des journaux. Pourtant, la police hésite à admettre un lien entre ces affaires. One or more killers is the quarry of a manhunt, which began in June and is continuing tonight. La police ne voulait pas admettre qu'il s'agissait d'une seule et même personne, car cela revenait à dire qu'elle avait une affaire horrible sur les bras. En août, les corps de 2 autres femmes âgées, les 4e et 5e victimes, sont retrouvés. Puis plus rien pendant 3 mois. La ville vit dans l'attente d'un nouveau meurtre. Boston était en... À l'automne, la vague de meurtres atteint la banlieue. La 9e victime est retrouvée à Salem, la 10e à Lawrence. L'étrangleur élargit son champ d'action. La police a fait des choses très bizarres. Une fois, ils se sont dit que c'était peut-être une lesbienne et ils ont convoqué toutes les lesbiennes de South End au poste de police. Le public est à bout de patience. Edward Brooke, procureur général du Massachusetts, décide alors de prendre lui-même l'affaire en main. Extraordinary methods of investigation are needed to deal with these highly abnormal and uncommon crimes. Il met sur pied une unité spéciale chargée de coordonner l'enquête. Il y avait des querelles entre les comtés sous la juridiction desquels tombaient les crimes. Chacun voulait faire les gros titres pour avoir capturé l'étrangleur. Le procureur général a usé de son autorité pour reprendre l'affaire en main. Ses enquêteurs décidaient des actions à entreprendre. Une année s'écoule sans que l'une des plus grosses enquêtes policières jamais menées aux États-Unis ne permette d'appréhender un suspect. C'est alors qu'entre en scène F. Lee Bailey, un jeune avocat ambitieux que l'affaire de l'étrangleur va rendre célèbre. En mars 1965, Bailey offre d'élucider l'ensemble des 11 meurtres. Après une infructueuse chasse à l'homme menée 3 ans durant par la police, l'avocat se fait fort de livrer le tueur sur un plateau. Son client, Albert de Salvo, est en attente de son procès pour multiples agressions sexuelles. L'homme est prêt à avouer être l'étrangleur de Boston à la condition que ses aveux ne puissent être utilisés contre lui lors d'un procès. À en croire Bailey et les principaux membres de l'unité spéciale d'enquête, ses aveux sont sans équivoque. Lors des interrogatoires, il évoque des faits que seul l'assassin pouvait connaître. Il répondait du tac au tac, sans jamais hésiter. Le procureur général du Massachusetts a déclaré « L'affaire est close, c'est lui ». De Salvo est présumé coupable, mais l'affaire n'est jamais portée devant les tribunaux.
Ils avaient 11 meurtres non résolus. La ville était en pleine psychose. C'était la solution. Ils tenaient un homme prêt à se mettre à table. C'était terminé, l'affaire était réglée. De Salvo est présumé coupable sur la base de ses seuls aveux. Pourtant, un grand nombre d'experts estiment que ses paroles prouvent précisément le contraire. Pour eux, De Salvo est un imposteur. Ses aveux ne sont qu'un tissu de mensonges. En 1965, ils sont pourtant considérés comme la preuve ultime de sa culpabilité dans les 11 affaires d'assassinat. La description vivante que donne De Salvo de chaque meurtre pousse le procureur général d'État Edward Brooke à conclure que l'étrangleur est bien derrière les barreaux. Il y avait des milliers de détails en jeu, et Albert les connaissait presque tous. Il se souvenait du mobilier, de l'agencement des appartements, des vêtements, jusqu'aux moulures sur une tête de lit. Pourtant, certains voient dans ces détails la preuve de son innocence. Selon eux, les 2000 pages de transcription des aveux recèlent une série d'erreurs fondamentales. Il y a d'énormes divergences entre la version d'Albert et les rapports de police, les rapports d'autopsie et les rapports médico-légaux. Il avait soi-disant une très bonne mémoire visuelle, mais là, elle lui a fait défaut. Le jury est perplexe. De Salvo est-il sincère ou n'est-il qu'un imposteur avide de gloire? Qu'en a-t-il retiré? Un contrat pour un livre et un pour un film. Qu'importe s'il n'en a pas profité comme on le sait aujourd'hui. Il était horriblement vantard et il avait terriblement envie d'être célèbre. Les 50 heures d'enregistrement audio ne seront jamais rendues publiques. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une piètre copie d'une partie des aveux de Salvo. Hormis ces aveux, la police ne possède aucun élément d'enquête. Aucun témoin, aucune preuve médico-légale reliant De Salvo aux étranglements. De Salvo n'était pas suspect. Il n'y avait absolument rien qui le rattache à l'un de ses crimes. Il ne s'était jamais fait repérer. La confession de Salvo crée la surprise. Il se trouve alors dans la prison d'état psychiatrique de Bridgewater, en attente d'être jugé pour les crimes de l'homme en vert, une série d'agressions sexuelles. Selon F. Lee Bailey, De Salvo l'a contacté début 1965 par le biais de l'un de ses clients, George Nassar, également détenu à Bridgewater. L'homme désire se confesser et sollicite un avis juridique. Au début, je ne l'imaginais pas du tout dans le rôle de l'étrangleur. Il était très poli, il présentait bien, il avait le sourire facile, limite fourbe. Et il était habile. Il savait qu'il ne serait jamais libéré, et il essayait d'assurer l'avenir de sa famille. Il voulait savoir s'il pouvait écrire un livre sur des faits pour lesquels il n'avait pas été inculpé, sans générer de preuves qui auraient permis son inculpation. Pour convaincre l'unité spéciale qu'il détient un suspect valable, Bailey demande à la police de lui fournir 5 questions auxquelles seul le tueur peut répondre. Armé d'un dictaphone, Bailey se rend à Bridgewater pour sonder De Salvo. C'était 5 questions clés, et il a eu tout juste. 5 sur 5. Sur les 5 questions, 2 portent sur le meurtre de Sophie Clark. Cette étudiante en médecine de 20 ans a été la première jeune victime de l'étrangleur. Dans ses aveux, De Salvo décrit la personne qui lui a ouvert la porte comme une belle et grande jeune femme portant un jupon et des bas. Après l'avoir convaincu de le laisser entrer, De Salvo aurait saisi Sophie par derrière.
Elle se serait évanouie étonnamment vite. De Salvo affirme l'avoir étranglée alors qu'elle reprenait conscience. Les bas sont noués si serrés qu'ils disparaissent dans les plis de son cou. Seul l'étrangleur savait qu'il y avait chez la victime la plus jeune et la plus jolie, sous un fauteuil rembourré, un linge qui lui servait de serviette périodique. Seule la personne qui lui avait enlevé et qui l'avait lancé là pouvait le savoir. La deuxième question portait sur une cartouche de cigarette. Albert avait fait tomber une cartouche de Marlboro du bureau. Elle était tombée derrière, à un endroit où on ne pouvait pas la voir sans déplacer le bureau. Et là, je me suis mis à jubiler et je me suis dit « bingo ». Persuadé que son client est bien l'étrangleur, Bailey passe un accord habile avec le procureur général. La police se verra remettre les aveux complets de Salvo, mais ne pourra s'en servir comme preuve contre lui. C'était moi qui avais trouvé Albert, pas la police. C'était moi qui tenais les rênes et qui dictais les règles, et ce pour éviter la chaise électrique à mon propre client. Le chef de l'unité spéciale, John Bottomley, décide alors d'interroger personnellement De Salvo. Spécialiste en droit immobilier, Bottomley n'a aucune expérience des enquêtes criminelles. Il a été affecté à ce poste par son ami, le procureur général. L'interrogatoire a été mal conduit. Bottomley n'a pas fait ça comme il faut. Ça aurait dû être confié à John Donovan ou à moi, quelqu'un qui ait de l'expérience. Quand il est ressorti de la salle d'interrogatoire, il m'a dit « Il n'y a pas de doute, c'est bien notre homme. » Il était aux anges. Seuls les principaux enquêteurs sont informés des détails des aveux de Salvo. Les autres en sont réduits à croire sur parole le procureur général, Edward Brooke. À l'époque, ce dernier est candidat au Sénat. La confession de Salvo arrive à point nommé. Le public et la presse s'emparent du récit. Mais intérieurement, bon nombre de policiers ont des doutes. Des tas de policiers croyaient tenir un bon suspect. Je me suis dit, ça va contrecarrer les plans d'un sacré nombre de policiers. Leur dernier espoir d'élucider l'affaire venait de s'envoler. Il faudra attendre 16 ans pour que, préparant un livre sur les tueurs en série, Susan Kelly rende enfin public les doutes quant à l'authenticité des aveux. Tous les policiers de Boston que j'ai interrogés m'ont soutenu qu'Albert De Salvo n'était pas l'étrangleur. Kelly est l'une des premières journalistes à obtenir la transcription complète des aveux. Elle découvre avec surprise de nombreuses erreurs dans le récit de Salvo. Il y a des exemples flagrants d'inexactitudes. S'agissant du meurtre d'Ida Irga, il affirme qu'il était dans son appartement à 14 heures. Or, elle est restée au parc de Public Garden avec une amie quasiment jusqu'à 18 heures. Son estimation de l'heure était donc plus qu'inexacte. Les erreurs de Salvo sont parfois particulièrement flagrantes. Le meurtre de Beverly Sammans en constitue le meilleur exemple. De Salvo explique comment il est entré chez elle par ruse. Il a bondi sur sa victime avec un couteau à cran d'arrêt. Il lui a ensuite attaché les mains avant de lui asséner de multiples coups à la poitrine et à la gorge. De Salvo affirme avoir emporté l'arme du crime et l'avoir jetée dans un marécage. Il s'est complètement trompé pour l'arme du crime. Il a soutenu qu'il s'agissait d'un couteau à cran d'arrêt qu'il avait volé, alors qu'en fait, l'arme du crime était un couteau de cuisine qui appartenait à la victime elle-même et qu'un policier a retrouvé sur le plan de travail. Les policiers ont décelé des traces de sang sur le couteau. Ils en ont conclu que le meurtrier avait tenté d'effacer les preuves avant de reposer l'arme où il l'avait trouvée. Albert a effectivement fait des erreurs. Mais d'un autre côté,
Je connais très peu de personnes qui seraient capables de donner autant de détails sans se tromper. Les sceptiques estiment que les erreurs entachant le récit de De Salvo priment sur la somme de détails exacts. Mais comment l'homme en savait-il autant? Il était fasciné par les crimes. Il avait lu les journaux et s'était même rendu sur les lieux une fois les crimes commis. Albert disposait d'une foule d'informations dans les journaux. À l'époque, le médecin légiste avait coutume de transmettre les rapports d'autopsie à la presse comme s'il s'agissait d'une récompense. Aujourd'hui, un médecin légiste n'imaginerait même pas communiquer ainsi le rapport d'autopsie. Beaucoup estiment que l'interrogatoire de Bottomley a aidé De Salvo à étoffer ses descriptions. Les questions posées à De Salvo au cours de son interrogatoire étaient très orientées. On lui donnait des informations pour l'aider quand il n'était pas sûr d'un détail. Et Albert, lui, était prêt à dire tout ce qu'on attendait de lui, à répéter toutes les informations qu'on lui fournissait. Certains soupçonnent Bailey d'avoir poussé De Salvo à se confesser pour satisfaire ses propres ambitions de carrière. L'avocat aurait préparé son client avant qu'il n'offre ses aveux complets à la police. F. Lee Bailey lui a littéralement posé des centaines de questions tendancieuses, du genre « portait-elle des lunettes à monture d'écaille ?» Il a donc entraîné Albert De Salvo. Il a fait de lui l'étrangleur de Boston. Il fallait que je fasse très attention, car je savais qu'on m'attendait au tournant, à ne pas me retrouver dans une situation où j'aurais été en mesure de donner des informations à Albert. Et la seule solution, c'était de ne pas être au courant de ce qui se passait. Je ne suis pas allé à une seule séance d'interrogatoire. Si De Salvo avait été jugé pour les crimes de l'étrangleur, l'opinion générale est que ses aveux seuls n'auraient pas suffi à le faire condamner. On a présumé qu'il était l'étrangleur de Boston uniquement sur la base d'aveux bancals, que le gouvernement, soumis à une pression politique considérable, s'est empressé d'entériner. On n'avait aucune preuve de sa culpabilité. On ne sait pas avec certitude si l'unité d'enquête a tenté de corroborer les aveux en comparant les échantillons recueillis avec ceux de De Salvo. Empreintes digitales, cheveux, poils, sang et sperme ont été retrouvés sur les lieux des crimes. Des témoins oculaires ont également affirmé avoir vu l'assassin. Sur la base d'un examen plus approfondi, bien des gens pensent aujourd'hui qu'il n'y avait pas un, mais plusieurs étrangleurs. Et les doutes quant aux révélations d'Albert De Salvo ont déclenché une véritable croisade pour la réouverture de l'affaire 40 ans après les faits. Aujourd'hui, les médias et le public sont bien plus conscients du phénomène des faux aveux. Les jurys veulent des preuves médico-légales permettant de relier les aveux à la scène du crime. Or là, il n'y avait pas de preuves. Selon des sources proches de l'enquête, l'acceptation des aveux de De Salvo aurait entraîné l'abandon prématuré d'un certain nombre de pistes valables. La police avait 6 suspects potentiels. Le bureau du procureur général d'État a laissé la plupart des véritables tueurs courir les rues. Je pense que les meurtres n'avaient pas de rapport entre eux et qu'ils ont été commis pour des raisons aussi diverses que les meurtriers eux-mêmes. En 1981, lorsqu'elle accède au rapport de police, la journaliste Susan Kelly découvre que dans plusieurs dossiers, les enquêteurs avaient de bons suspects dans le collimateur. Mais suite aux aveux de De Salvo, l'unité spéciale a abandonné l'ensemble des enquêtes en cours. Dans le cas du meurtre de Patricia Bissett, un suspect était sur le point d'être mis en examen. Puis De Salvo est passé aux aveux et le bureau du procureur a abandonné les poursuites. Dans l'affaire de Sophie Clark, le témoignage oculaire d'une voisine jette le doute quant à l'identité du tueur. Le jour même du meurtre, un homme étrange s'est présenté à sa porte et a prétendu avoir été envoyé pour repeindre son appartement. La dame ayant répondu qu'elle vérifierait cela avec son mari, l'homme a soudainement pris congé. Face à la photo de De Salvo, elle a été formelle. Ce n'était pas l'inconnu qui avait sonné chez elle.
Pour le meurtre de la dernière victime, Mary Sullivan, la police tenait également un suspect. Selon Casey Sherman, neveu de la victime, les aveux de DeSalvo ont sans doute permis au véritable tueur de passer entre les mailles du filet. Le suspect avait été aperçu rôdant autour des lieux du crime. Ils l'ont soumis à un interrogatoire en règle et il a raté le test du détecteur de mensonges. À la question « Avez-vous tué Mary Sullivan ?», il a répondu non. Mary était calée contre le lit. On l'avait étranglée avec 2 foulards et un bas nylon. Et le tueur avait laissé une horrible carte de visite, une carte de Nouvel An, qu'il avait placée entre 2 doigts de pied. Comme vous pouvez imaginer, c'était épouvantable. Un témoin oculaire logeant en face de l'appartement de Mary Sullivan a renforcé les doutes quant à l'identité de l'assassin. Aux alentours de l'heure du crime, cette voisine a affirmé avoir vu par la fenêtre un homme roux se regardant dans le miroir de la salle de bain de Mary. La description ne correspondait pas à DeSalvo. Les récits des témoins oculaires des différents meurtres ne concordaient pas non plus, suggérant une pluralité de tueurs. Mais si ce témoignage laisse à penser que DeSalvo n'est pas l'unique tueur, il ne l'exclut pas pour autant. Les témoins sont parfois très imprécis dans leur description. Des gens vous affirment que le type qu'ils ont vu sur les lieux du crime était noir. Or, il s'avère qu'il est blanc comme un cachet d'aspirine. Un réexamen des preuves recueillies sur les lieux des crimes à l'aide des techniques médico-légales modernes pourrait bien permettre de clore définitivement la querelle sur la culpabilité de DeSalvo. Les preuves physiques ne mentent pas, alors que les informations données par les gens sont toujours discutables. Les informations tirées des preuves physiques n'ont d'autre but que de faire éclater la vérité. Y a-t-il un élément qui le désigne spécifiquement? Pas à ma connaissance. Les preuves physiques recueillies sur les lieux des crimes ont-elles été analysées pour confirmer le récit de DeSalvo? C'est là l'une des questions clés. Parmi les échantillons prélevés, y en a-t-il un seul qui corresponde à ceux de DeSalvo? Étonnamment, les experts médico-légaux ayant recueilli et examiné les preuves ne sont pas en mesure de répondre. Ils affirment ne pas avoir été mis dans le secret. Des empreintes digitales et des échantillons de cheveux et de sang ont été recueillis et étiquetés, et une bonne partie a été envoyée au laboratoire du FBI. Je n'ai jamais reçu de rapport de leur part. Quand on envoie des tests et qu'on n'a pas les résultats, c'est parfois décourageant. Elaine Sharp, avocate de la défense, a décidé de se battre pour que l'affaire soit rouverte au nom de la famille DeSalvo et de celle de la 11e et dernière victime, Mary Sullivan. L'avocate a intenté un procès au procureur général d'État et à la police de Boston, exigeant que les preuves soient rendues publiques. À chaque maillon de la chaîne pénale, le gouvernement, les forces de l'ordre aujourd'hui en possession de ces preuves, ont fait blocage et nous ont dit « Non, vous ne pouvez pas y avoir accès ». Aujourd'hui, si on effectuait des analyses d'ADN, je serais prête à parier qu'on constaterait qu'Albert DeSalvo n'est le donneur d'aucun des échantillons collectés sur les lieux des différents crimes dans lesquels l'étrangleur de Boston a été impliqué. Dans le cas de Mary Sullivan, la famille a pris elle-même les choses en main. En l'an 2000, le corps de la jeune femme a été exhumé. Les experts médico-légaux de l'université George Washington ont découvert des traces de liquide biologique non identifié dans les poils pubiens de la victime, qui auraient pu être laissés par le tueur. Ces preuves sont très solides. L'examen du poil pubien a fait apparaître la présence d'ADN mitochondrial. Or, cet ADN ne correspond pas à celui d'Albert DeSalvo. Mais le bureau du procureur général d'État persiste à refuser de transmettre les preuves aux Sullivan en vue d'une analyse indépendante. Dans la mesure où le procès n'a jamais eu lieu, affirme-t-il, l'instruction est toujours en cours. Et le bureau est en droit de conserver les preuves, une position entérinée par une décision judiciaire. L'affaire est en cours? Vous avez combien d'hommes travaillant sur l'affaire? Aucun? C'est ça que vous appelez en cours? Elaine Sharp pense que le refus du procureur général a une toute autre cause.
La police de Boston aurait l'air un peu bête si on découvrait qu'en fait, elle savait qu'Albert n'était pas l'étrangleur et n'avait jamais rendu la chose publique. Cela laisse à penser que les forces de l'ordre nous cachent des choses, qu'on ne nous dit pas la vérité, que justice n'est pas rendue. Dans l'état actuel des choses, le débat sur la culpabilité de Salvo est dans l'impasse. Tant que les preuves physiques ne seront pas soumises à analyse, le tableau restera incomplet. Et si les résultats des tests d'ADN de l'affaire Mary Sullivan suggèrent que l'homme n'est peut-être pas le meurtrier de la jeune fille, c'est l'ensemble de ces déclarations qui perdent ainsi une bonne part de leur crédibilité. Donc si de nouveaux tests d'ADN peuvent permettre de le confondre ou de l'innocenter, pourquoi ne pas reprendre l'ensemble du dossier ? Personne n'est allé assez loin dans la provocation pour remettre la machine en route. 2 procureurs généraux ont donné leur feu vert parce qu'ils pensaient que l'affaire était close. Pour l'actuel procureur général, reprendre l'enquête, ce serait comme battre un cheval mort. Du fait que ces pseudo-aveux ont été acceptés, justice n'a été rendue à aucune des victimes. Et les meurtriers de ces femmes, ils s'en sont tirés à bon compte. Ils courent peut-être encore à l'heure actuelle. Ils ont peut-être fait d'autres victimes. De tous les meurtres de l'affaire de l'étrangleur de Boston, le plus révélateur est peut-être bien celui de l'homme qui s'était autoproclamé étrangleur. À ce jour, la mort de Salvo reste non élucidée. Quelqu'un l'a tué pour le faire taire. On l'a réduit au silence. Qui a tué Albert de Salvo et pourquoi ? Six ans après avoir avoué être l'étrangleur de Boston, Albert de Salvo a été tué à coups de couteau dans la prison de haute sécurité de Walpole. Et pour beaucoup, sa mort n'est pas un simple acte de violence entre détenus. Selon la famille de Salvo et son psychiatre, il était sur le point de revenir sur ses aveux. On l'aurait donc tué pour l'empêcher de parler. Le docteur Ames Roby, ancien psychiatre du détenu, affirme que celui-ci l'a appelé le 25 novembre 1973 depuis la prison de Walpole. Il souhaitait le rencontrer de toute urgence. Il lui a dit « J'ai quelque chose de très important à vous dire ». Et il a ajouté qu'il allait se rétracter. Le docteur Roby lui a dit qu'il allait passer. Le lendemain matin, on apprenait qu'Albert de Salvo avait été tué à coups de couteau dans son lit de la prison de Walpole. Une semaine avant sa mort, de Salvo avait demandé à dormir à l'infirmerie de la prison, car il craignait pour sa vie. Il faut passer 6 postes de sécurité pour accéder à l'infirmerie de la prison. Le tueur est entré avec un couteau, il lui a donné plusieurs coups dans le cœur, il est ressorti couvert de sang, est repassé en sens inverse et personne n'a rien vu. On ne l'a jamais retrouvé. Le rapport d'autopsie établit que de Salvo a été frappé 16 fois, mais ne présente aucune blessure défensive, ce qui suggère l'absence de lutte. Il révèle également des traces de Valium dans ses poils. La veille au soir, il a dit à son frère au téléphone qu'il avait mangé quelque chose qui ne passait pas. Ça suggère qu'on l'aurait drogué pour pouvoir le tuer. Selon les responsables de la prison, le décès d'Albert est lié à son implication dans un trafic de drogue au sein de l'établissement. Il a été assassiné non pas à cause des étranglements, mais parce qu'il devenait trop compétitif dans le trafic de drogue au sein de l'établissement. Ses tarifs étaient trop bas pour les autres dealers, et donc ils l'ont éliminé.
Certains restent toutefois sceptiques. Albert annonce à Ames Roby qu'il va parler, lui expliquer la raison de ses aveux. Et le lendemain matin, on le retrouve poignardé dans sa cellule. Ça serait quand même une sacrée coïncidence. J'ai du mal à y croire. Si un complot a été ourdi contre Albert de Salvo, qui en est l'instigateur? Plusieurs théories ont été avancées. Les personnes qui ont tout intérêt à maintenir aujourd'hui qu'Albert de Salvo était l'étrangleur sont des suspects évidents. J'ai entendu beaucoup de gens dire, dans la prison et en dehors, qu'il s'agissait d'un contrat lancé par un type qui avait beaucoup à perdre à l'extérieur. Une chose est sûre, s'il était prouvé que de Salvo n'était pas l'étrangleur, bien des réputations seraient compromises. F. Lee Bailey a des doutes au sujet de l'appel téléphonique de Salvo au Dr Roby, ancien psychiatre de la prison. Rien ne prouve qu'un tel appel ait été passé. Ames Roby a pourri toute cette affaire et je ne suis pas le seul à le penser. Donc je doute qu'il y ait eu véritablement un appel. Mais admettons qu'Albert ait effectivement parlé de se rétracter. Il a prouvé qu'il savait des choses qu'il n'aurait pas pu inventer. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Bailey estime que la réelle motivation de Salvo dans cette démarche n'était autre que son ego. Je pense qu'Albert essayait là encore d'attirer l'attention sur le fait qu'il allait mourir en prison et que personne n'allait chercher à savoir qui il était réellement. De Salvo avait-il le profil d'un tueur en série? La question suscite un véritable débat. Les avis sont partagés. Certains psychiatres qui l'ont analysé évoquent son enfance perturbée comme déclencheur des étranglements. On l'a entraîné toute sa vie à être l'étrangleur de Boston. Son père était un homme brutal, sauvage et cruel qui battait sa femme et ses enfants. Une fois, il a cassé un à un les doigts de sa femme devant tous ses enfants. Pourtant, le docteur Roby, qui connaissait de Salvo avant ses aveux, n'est pas convaincu de sa culpabilité. Pour le docteur Roby, Albert n'était pas un meurtrier. Il avait remarqué sa tendance à se vanter. Il fallait toujours qu'il fasse mieux que les autres. Si vous lui disiez « j'ai commis 20 vols », il vous répondait « c'est rien, moi j'en ai commis 200 », même si ce n'était pas vrai. En 1965, les spécialistes des tueurs en série n'existaient pas encore. Aujourd'hui, certains se demandent si le parcours de Salvo correspond à celui d'un tueur pathologique. Sa carrière criminelle a débuté par des délits mineurs. Il était très doué pour s'introduire chez les gens. Il entrait quasiment partout, grâce à son bagou. Ses pulsions sexuelles anormales l'ont mené régulièrement en prison. En 1961, il a été arrêté pour une série d'étranges agressions sexuelles, les crimes du mesureur. Il s'introduisait dans les appartements en se faisant passer pour un agent de mannequin. Il entrait, il parlait aux femmes, il leur disait qu'il allait en faire des mannequins, qu'elles seraient payées $40 de l'heure. Puis il les mesurait. Il sortait son mètre pour voir si elles avaient les bonnes mensurations. C'était surprenant. Certaines femmes se dévêtaient entièrement. En novembre 1964, De Salvo a de nouveau été arrêté pour les multiples agressions sexuelles de celui qu'on a baptisé l'homme en verre. Il s'est vanté auprès de la police d'avoir attenté à la pudeur de plus de 300 femmes. En une journée, il pouvait coucher avec 5 femmes différentes et rentrer chez lui à 17 heures. C'était un homme hors du commun. Il était probablement atteint d'une maladie comme le satyriasis qui déclenchait les visites. L'homme en verre menaçait ses victimes et attentait à leur pudeur. Mais selon les témoignages, il ne cherchait pas à les blesser physiquement. De Salvo était obsédé par le sexe, mais aucun de ses crimes ne dénote l'extrême violence des étranglements. On pourrait supposer qu'il s'est enfoncé progressivement dans la violence, le mesureur laissant place à l'homme en verre, puis à l'étrangleur. Seulement voilà, les agressions de l'homme en verre sont postérieures aux étranglements.
Faire d'Albert à la fois le mesureur, l'étrangleur et l'homme en verre, c'est supposer qu'il soit passé de 1 à 10 avant de redescendre à 3 sur l'échelle des agressions sexuelles, ce qui est incompatible avec ce qu'on sait aujourd'hui des tueurs en série. Dire que ce n'est pas logique, ça n'est pas bien sensé. Avec les tueurs en série, il n'y a aucune logique. L'affaire de l'étrangleur de Boston a été une première aux États-Unis. À l'époque, il n'existait aucun spécialiste des tueurs en série à même d'attester la personnalité de Salvo, les schémas des meurtres ou la possibilité que l'homme ait fait de faux aveux. Le témoignage des experts actuels désignerait-il De Salvo comme l'étrangleur de Boston ? Si l'affaire était jugée aujourd'hui, quel serait le verdict ? L'étrangleur de Boston fut le premier d'une longue lignée de tueurs en série, auteurs de crimes sensationnels. Le tueur du Zodiac, le fils de Sam, Ted Bundy. Comprendre la psychologie des tueurs en série est devenu une nécessité pour la police. Si en 1965, les connaissances avaient été les mêmes qu'aujourd'hui, les autorités auraient-elles accepté aussi promptement les aveux de Salvo ? Dans les années 60, on en savait très peu sur les tueurs en série. Le mot lui-même n'apparaît que dans les années 70. Et les enquêteurs ne savaient pas quelle procédure suivre. Comment réagir face à une personne qui frappe au hasard, à multiples reprises, qui utilise une mise en scène et une signature distinctive. Catherine Ramsland est experte en matière de psychologie des tueurs en série. Ayant épluché le dossier, elle doute que De Salvo ait eu des tendances à la violence qui l'auraient incité à étrangler ses victimes. Vu la façon dont De Salvo traitait les femmes qu'il abordait, il était gentil, contrit et même plein de remords. Quelqu'un comme ça ne se transforme pas par intermittence en meurtrier vicieux, en violeur, avant de redevenir gentil avec certaines. Pour la psychologue, l'étrangleur de Boston pourrait bien être une invention médiatique. Il n'y aurait pas qu'un seul tueur. L'affaire de l'étrangleur de Boston ne me paraît pas être l'œuvre d'un seul tueur. Il y a de telles différences. L'âge des victimes, le mode opératoire, la façon dont certains corps ont été mis en scène et d'autres non. Il aurait fallu un changement radical au niveau des facteurs déclencheurs des pulsions sexuelles. Or, la sexualité ne fonctionne pas comme ça. On n'évolue pas parce qu'on a décidé d'évoluer ou parce qu'on en a marre de tuer des vieilles dames et qu'on veut passer à des filles plus jeunes et plus attirantes. Aucune psychologie ne peut expliquer cela. Saul Cassen, expert en matière d'aveux, a examiné une partie des transcriptions de la confession de Salvo. Si on revient sur certains des faits détaillés dans ses aveux, on s'aperçoit que la quasi-totalité émane de